mais j'ai quand même ce souci de faire cette transition. D'autre part, n'oublions pas que dans le cadre du programme PASS, à l'heure actuelle, à Aix-Marseille Université, vous avez deux cours qui ont lieu en parallèle. La partie mathématique, qui relève de 6 questions dans le cadre du sujet. Pensez à bien couper vos micros, les gars, d'accord? Là, j'ai un iPhone Valentin qui a oublié de couper, Lola. Donc, pensez à bien couper vos micros. Donc, vous avez une partie maths donc, qui va aboutir à 6 questions. Et dans cette partie maths, en fait, ce n'est pas réellement qu'une partie maths. C'est en plus une partie maths physique avec un début en métrologie, sur les études de grandeur, ce genre de choses. Là, on est plus sur de la physique que des mathématiques. Et ensuite, on a une partie mathématique qui est assez innommable. Je crois que j'avais eu la franchise déjà de vous l'expliquer, puisque, en fait, c'est un puissant fond. C'est-à-dire que quand vous décidez de mettre des fonctions trigonométriques, par exemple, au programme, eh bien, selon les questions que vous posez, ça peut être déjà des questions qui ne sont pas évidentes pour certains d'entre vous, mais ça peut être des questions totalement infaisables pour la quasi-totalité du public. Parce qu'on a des questions qui ont une telle profondeur d'études qu'on peut poser des questions exceptionnellement difficiles. Il faut vraiment en avoir conscience. Donc, du coup, il faut avoir une stratégie de travail qui soit à la fois intelligente, mais surtout efficace. C'est-à-dire qu'il faut couvrir l'essentiel du programme et augmenter le maximum de chances de pouvoir répondre à des questions du concours. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et il ne faut pas le voir autrement, surtout dans la partie maths. En revanche, en effet, Dan l'a dit, j'ai le souci, j'ai le souhait d'attaquer rapidement la partie probastat, qui est une partie qui est beaucoup plus intéressante, qui est une partie complètement autonome, donc qui portera sur 14 questions à la suite et sur les 20 questions du sujet. Et cette partie-là, par contre, elle est immuable. Ça fait 25 ans que le programme est exactement le même, que les tomes sont exactement les mêmes, à la pagination près. Et c'est un cours qui est de l'orfèvrerie, c'est-à-dire que c'est d'une précision d'horloger. C'est un cours qui est vraiment construit de façon assez fabuleuse et qui est très progressif, avec de l'ambition, avec des connaissances, etc. Donc, c'est un programme qui est complètement différent de la partie maths, qui est assez opaque et qui est enseigné, ça aussi, j'ai eu la franchise de vous le dire, par un professeur qui n'est pas un professeur de mathématiques et qui n'est pas bon en plus et qui est assez détesté de tous ces étudiants, en fait. Vous aurez l'occasion de le rencontrer l'année prochaine. Voilà, donc ça, c'est pour l'introduction. Donc, nous, on continue notre partie maths, on essaie de travailler sur de l'efficace et donc, on continue les questions que je vous avais proposées lors de la première séance avec la question numéro 11. Ah, alors, Dan, il ne m'a pas donné le partage d'écran. Il faut vite lui signaler. Est-ce qu'il est là, Dan? Ou est-ce qu'il est parti? Il a oublié de m'activer le partage d'écran. Oui, c'est bon, je t'ai gagné. Ah, super, merci beaucoup. Nickel. Voilà, vous me Par dites... contre, Ouais. excuse-moi, la seule chose que je pourrais demander, c'est juste que comme tu es animateur, Oui. comme j'ai mis une salle d'attente, s'il y a des gens qui arrivent en cours, tu peux les admettre, tout simplement. Alors, il va falloir que je fasse attention, mais normalement, ça s'affiche automatiquement. C'est le cas Voilà, maintenant. Ouais, exactement. c'est bon, c'est nickel. Il n'y a pas de souci. Allez, merci beaucoup, bon cours. Merci. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est le cas. Vous n'êtes pas en pause. Nous en sommes à la question 11 et vous me dites s'il y a le moindre souci. Alors, sur la question 11, les choses vont aller relativement rapidement parce que nous sommes encore sur du logarithme et de l'exponentielle. Donc, nous sommes encore sur des notions qu'on a déjà révisées la dernière fois. On va voir quelques petits pièges, bien sûr, à éviter. Alors, ici, premièrement, j'ai envie, juste pour voir par curiosité, est-ce que quelqu'un se sent de prendre la parole pour me dire quelles sont les réponses qu'il a proposées pour cette question 11, puisque vous aviez largement le temps de préparer cette séance à l'avance. Est-ce que quelqu'un souhaite partager ses réponses? Non, j'ai que des timides. C'est dommage. C'est toujours intéressant dans une A, classe. B, C et E. Ah, très bien, je te remercie. C'est qui a parlé du coup? Parce que je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Ronnie, c'est ça. Ronnie, je te remercie beaucoup. Donc, toi, tu me proposes les réponses suivantes. A, B, C et E, si j'ai bien suivi. C'est ça? Pardon, la E, on enlève, parce qu'ils ont une limite. D'accord. Juste ABC. ABC, ok. Est-ce que quelqu'un a autre chose à préciser?
C'est bon, on va regarder ça ensemble. Alors, quand on a ce genre de précision, quand on a ce genre de relation, vous avez tendance à regarder la relation immédiatement. Et en fait, vous commettez une erreur importante. Il est très, très, très important de regarder le domaine de validation de cette relation. Donc, vous avez deux choses à regarder. La relation est-elle juste, oui ou non? Et surtout, le domaine de validation. C'est vraiment en deux étapes que ça se passe. Alors, cette relation, lorsqu'on la regarde, ln de exponentielle a, oui, c'est égal à a. La relation nous paraît exacte. Mais à ce stade-là, il n'est pas encore possible de la valider tant qu'on n'a pas fait attention au domaine de validation de la formule. Est-ce qu'il est possible que A soit dans R? Est-ce que cette relation est valable pour n'importe quelle valeur de A? Pour le savoir, il faut prendre la place de A ici et regarder quelle est la première fonction qui lui est attribuée. Ici, en l'occurrence, c'est l'exponentielle. Or, la fonction exponentielle est définie sur R. Et par conséquent, en effet, on peut donc considérer n'importe quel nombre de l'ensemble des réels, lui appliquer l'exponentielle et ensuite lui appliquer le logarithme népérien. En effet, l'exponentielle sera strictement positive et le logarithme népérien est bien défini pour des nombres qui sont strictement positifs. Je résume, la relation est exacte, le domaine de validation est acté, la réponse A est exacte. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous allons procéder de la même façon avec la proposition B. D'abord, je regarde la formule et je me dis, est-ce que cette formule ressemble à quelque chose de connu? La réponse est oui. Exponentielle et logarithme sont deux fonctions dites réciproques l'une de l'autre. Et donc, en effet, lorsqu'on fait suivre ces deux fonctions l'une derrière l'autre, on obtient bien le nombre de départ. Mais j'étais très clair, il faut impérativement surveiller le domaine de validation de cette formule. Or, qu'est-ce qu'on fait à B? On lui applique dans un premier temps le logarithme népérien. Et ça n'est pas permis dans n'importe quel cas. Ça n'est pas permis dans n'importe quelle situation. Ça n'est autorisé que si B est strictement supérieur à 0. Et donc, c'est là que le bât blesse dans cette proposition. On ne peut pas considérer pour tout B dans R. Ça, c'est pas possible. Donc, cette phrase est fausse, non pas à cause de la formule, mais à cause du domaine de validation. Il fallait ici imposer le fait que B soit strictement supérieur à 0. Donc, Ronnie, j'espère que tu as bien suivi et crois-moi, tu n'as pas dû être le seul à tomber dans le panneau. Proposition C, je l'ai dit, on l'a vu la dernière fois, bien sûr, ces deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre. Alors, on peut brièvement rappeler un petit peu la notion de fonction réciproque, même si on ne va pas rentrer dans les détails. Vous en avez rencontré quelques-unes. Alors, je vais vous montrer un petit peu les trois fonctions, les trois couples de fonctions réciproques que vous avez rencontrées. Bon, on va commencer par la dernière, à savoir ln de x et exponentielle x, d'accord? Et en effet, lorsqu'on fait suivre ces deux fonctions simultanément l'une derrière l'autre, eh bien, on retombe sur le nombre de départ. Mais vous avez compris qu'il fallait faire attention au domaine de départ. Donc, par exemple, si je pars de x appartient à r, que ensuite je lui fais subir l'exponentielle pour ensuite faire subir le ln, alors à ce moment-là, on retombe sur x. De la même façon, si je prends un x strictement positif, je lui fais subir le ln de x et ensuite je fais subir l'exponentielle, alors je retombe sur le nombre de départ. Mais faites très très attention, il y en a une qui est valide pour l'ensemble des réels, l'autre qui est valide pour les nombres strictement supérieurs à 0. Alors, vous avez donc d'autres couples de fonctions réciproques. Eh bien, vous avez la fonction qui a x associé 1 sur x, qui est sa propre réciproque. C'est une fonction de référence de la classe de seconde, et on a bien la formule suivante. Si je prends un nombre x non nul, différent de 0, que je lui applique la fonction inverse pour ensuite appliquer la fonction inverse une deuxième fois, on retombe bien sur le nombre de départ. La fonction inverse est une fonction qui est réciproque d'elle-même. Si vous prenez l'inverse de l'inverse, vous tombez sur la fonction de départ. Troisième exemple, deux fonctions réciproques que vous avez rencontrées dans votre scolarité, ce sont les fonctions racine carrée de x et x au carré. Mais alors attention, x au carré seulement sur R+, seulement sur sa partie croissante, pas sur la partie décroissante. Et la racine carrée de x est donc définie elle-même sur R+. Et bien, de la même façon, vous allez avoir la chose suivante. Dans ce cas-là, x va subir racine carrée de x, qui va subir le carré. Eh bien, on va retomber sur le nombre de départ. Et donc, on est bien d'accord, il faut prendre un x positif. Voilà. Et de la même façon, si je prends x
et que je lui attribue le carré, ensuite, je prends la racine carrée du carré, je retombe sur x. Et là encore, pour ceux qui... Alors, je ne sais pas du tout parmi vous quelles sont les mathématiques que vous faites en terminale. Je suppose que c'est la spécialité pour la plupart d'entre vous. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font des complémentaires ou des maths expertes. Je suppose que tout le monde fait au moins 3 heures de maths dans la semaine. Mais sachez que s'il y en a parmi vous qui ont du niveau un peu en maths, hein, sachez que si jamais je ne prends pas la garantie que x soit positif, sachez que racine carrée de x au carré, en fait, c'est la valeur absolue de x. Voilà, c'est intéressant pour ceux qui ont un peu de niveau en maths. Sachez que cette formule elle est générale, elle est toujours vraie. Et donc, en particulier, si x est positif, eh bien, on obtient racine carrée de x carré est égal à x. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ces notions de fonctions réciproques, d'accord? Parce que je vais arrêter là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Je peux rajouter qu'il y a une propriété graphique assez intéressante, qui est la suivante. Donc, propriété graphique. Et pour comprendre ces propriétés graphiques, on peut regarder les courbes que je viens de vous citer. Alors, la fonction ln, elle ressemble à ceci. Voilà, et la fonction exponentielle à ceci. La fonction inverse, elle va ressembler à ceci. D'accord? Et vous allez avoir également la fonction carrée et la fonction racine carrée. J'insiste, la fonction carrée sur la partie positive, d'accord? Donc, on va avoir ceci, comme ça. La fonction carrée et la fonction racine carrée. Et vous pouvez observer que dans les 3 cas, vous avez une propriété qui est assez sympathique, c'est qu'il y a une symétrie axiale d'axe y égale à x. C'est une propriété générale sur les fonctions réciproques. Voilà. Donc, sachez que lorsque 2 fonctions sont réciproques, il y a une symétrie axiale par rapport à la droite d'équation y égale à x. Alors, c'est la raison pour laquelle la proposition D était loin d'être bête, mais c'est la raison pour laquelle on invalide la réponse D, puisque ce n'est pas y égale à moins x, hein, c'est y égale à x. Donc, la B sera fausse pour cette raison-là, et pas pour une autre raison. OK. Et enfin, elles n'ont pas la même limite en plus infini. Non, Ronny s'est bien repris, absolument, elles ont la même limite. ln de x tend vers plus infini, exponentielle x tend vers plus infini. Nous savons, attention, hein, nous savons que derrière ces limites, il y a une sorte de puissance et qu'il y a ce qu'on appelle des croissances comparées, que l'exponentielle va vers plus infini beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que la fonction ln. Toujours est-il que les deux vont vers plus infini, en plus infini, donc la E, bien sûr, est complètement fausse. Voilà, donc j'ai fait un point un peu complet, hein, d'accord? N'hésitez pas à me reprendre si vous avez des questions, mais ça ne sert à rien d'aller plus loin, c'est déjà pas mal. Y a-t-il des questions? Allez, parfait, je continue avec la 12. Question 12. Alors, question sur laquelle on va aller un peu plus vite, d'accord? Le concept est exactement le même que celui que je viens de décrire. Vous avez une relation, la question c'est est-elle vraie cette relation? Et si elle est vraie, attention, surtout faites très attention à son domaine de validité. Donc ici, la relation ln de A plus ln de B égale à ln de AB, j'espère qu'il est acquis pour tout le monde que cette relation est exacte. En revanche, je regrette, mais ce n'est pas pour tout A. Il faut impérativement que le A soit positif. Sinon, je n'ai pas le droit de lui appliquer le ln. Et de la même façon, il faut impérativement que le B soit strictement supérieur à 0. Sans ça, je n'ai pas le droit de lui appliquer le ln. Donc, cette relation n'est pas vraie pour n'importe quelle valeur de A et de B. Elle n'est pas vraie, par exemple, pour A négatif. D'accord? Donc, une fois de plus, on fait très très attention au domaine de validité. Et ici, la question 12, donc, c'est une question qui est refusée à cause du domaine de validité. Ensuite, pour la B, vous avez compris le concept. Je fais attention, donc très attention à la formule. Si elle est vraie, à ce moment-là, je fais attention au domaine de validité. Alors, est-ce que ln de A au carré est égal à 2 ln de A? Bien sûr, cette formule est exacte. C'est une formule qui est juste. Je vais donc maintenant regarder le domaine de validité. Est-ce que c'est vrai pour tout A? Eh bien non. Eh bien non. Alors, j'ai le A carré qui me dit, tiens, ça peut être positif, mais n'oubliez surtout pas qu'on ne peut pas considérer le logarithme népérien d'un nombre nul.
Donc, au moins pour a égale à 0, cette formule ne marche pas. Au moins pour a égale à 0. En fait, ça ne marche pas pour tous les nombres négatifs, puisqu'une fois de plus, comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien ln de a. D'accord? Donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, invalidation à cause du domaine de validité de la formule. Pour la C, on ne va pas perdre notre temps. Est-ce que ln de A sur ln de B égale ln de A moins B? Alors ça, c'est attention, hein, ça c'est vraiment pour ceux qui ne maîtrisent pas bien leur formule, qui n'ont pas bien fiché leur cours ou quoi. Ne confondez pas, la formule que nous connaissons, c'est ln de A sur B. D'accord? Et on n'a aucune formule concernant ln de A moins B ou bien ln de A sur ln de B. Donc là, c'est la formule qui est fausse, de suite. La C ne marche pas. Voilà. Alors, regardons les fonctions ln de x et ln de moins x. Ont-elles la même dérivée? Alors déjà, un premier point, on pourrait se dire, tiens, on va dériver pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Si je dérive ln de x, bien, j'espère que vous êtes au point que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. OK. Par contre, si je souhaite dériver quelque chose d'un peu plus embêtant, ln comme ln de moins x, je vous rappelle que vous disposez d'une formule qui est la formule de ln de u, dont la dérivée est u' sur u cette fois-ci. Donc, du coup, si j'applique cette formule à ln de moins x, on va donc obtenir le fait que la fonction f est dérivable et qu'on va avoir la dérivée de moins x sur moins x. Alors, je détaille, mais on peut aller plus vite, bien sûr. Ce qui veut dire qu'on obtient moins 1 sur moins x. Et donc, par simplification, on obtient 1 sur x. Alors ça, c'est pour vous faire réviser les formules de ln de u. Mais une fois de plus, lorsqu'on considère l'égalité de deux fonctions, d'accord, ou lorsqu'on considère la comparaison de deux fonctions, il est absolument impératif de faire attention au domaine de validité. Il faut que les deux fonctions aient le même ensemble de définitions. Sans ça, ça n'a aucun sens. Ça ne sert à rien de comparer des températures en Fahrenheit avec des températures en Celsius si elles n'ont pas le même domaine de validité. Et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire que la fonction f de x ici, elle est définie pour x strictement supérieur à 0, et ln de moins x, alors attention, hein, ne croyez pas qu'elle n'est pas définie, hein. Bien sûr qu'elle est définie, mais seulement pour les x strictement négatifs. Autrement dit, depuis le début, sans même calculer la dérivée de ces deux fonctions, il était évident qu'on ne pouvait pas les comparer parce qu'elles n'ont pas du tout le même ensemble de définitions, elles ne sont pas du tout dans le même pays, donc elles sont incomparables en tant que telles. Donc la réponse D était fausse depuis le début, sans avoir besoin de passer par les dérivées. Alors, je vous rappelle qu'il y a au moins une bonne réponse, d'accord? Il peut y en avoir jusqu'à 5. Donc, quelle que soit l'affirmation de la E, quelle qu'elle soit, c'est forcément juste. Ça aurait été un truc hyper complexe, ça aurait été un truc mathématisé ou quoi que ce soit, même pas je l'aurais lu, je sais que c'est la E qui est la seule bonne réponse à cette question. Avez-vous des questions? Ok, je continue. Question 13. Toujours le même concept. Donc, est-ce que pour tout A et B, E de A plus E de B égale à E de A fois B? Donc déjà, premièrement, il faut qu'on regarde bien la formule. Et là encore, bien sûr, c'est un gros piège par rapport à ceux qui apprennent mal leur leçon, ceux qui connaissent mal leur formule. On ne dispose d'aucune formule de E de A fois B que de cette façon-là. La seule chose qu'on sait, c'est que de E de A fois B, c'est E de A puissance B, c'est-à-dire que c'est quelque chose de similaire aux formules de puissance de quatrième. Sans ça, on a E de A plus B, ça oui. Mais on n'a pas E de A plus E de B. Donc la formule est fausse et A est faux. OK. Ensuite, ln de E de A égale à A. La formule est vraie. Est-ce que son domaine de validité est bon? Pour tout A, je commence à faire l'exponentielle A. Donc A a le droit d'être égal à n'importe quoi. Absolument. Cette formule est vraie. Et son domaine de validité est vrai. La B est vraie. E de ln de A est égal à A, c'est une formule qui est vraie, d'accord? Bon, c'est similaire à ce qu'on a déjà corrigé, hein, c'est quasiment la même chose. Donc ici, pour tout A, ben non, ça coince parce qu'on fait ln de A en premier. Il faut donc impérativement que A soit strictement supérieur à 0. Donc la C est nécessairement fausse à cause du domaine de validité. ln de A plus B, non, on n'a pas de formule avec ln de A plus B. Donc ça aussi, j'insiste lourdement, prenez bien vos formules, d'accord? On a ln de A plus ln de B, mais on n'a pas ln de A plus B. Et celle-là, on l'a vu tout à l'heure, c'est la même, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai remise. Donc du coup, ici, il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est la réponse B. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Parfait. Question numéro 14. Alors, on creuse encore, hein. Bon, j'insiste un peu lourdement, mais en même temps, franchement, c'est ce qu'il faut savoir faire, hein. Concernant la fonction log net n'est pas rien.
Alors, attention également aux pièges qu'on peut vous tendre dans l'esprit du test que vous passerez. Est-ce qu'elle est définie sur 0 plus infini? Faites très attention. Soyez bien vigilants à toutes les écritures. Ici, si vous regardez bien, 0 est inclus. Et ça n'est absolument pas possible. Lorsqu'on travaille sur le logarithme népérien, il faut que le nombre soit strictement supérieur à 0, 0 exclu. Donc la A est fausse à cause du crochet qui est tourné dans le mauvais sens. Deuxième proposition, est-ce que sa dérivée est égale à x sur x carré? Alors là aussi, c'est un piège que votre prof tend de temps en temps. C'est-à-dire qu'il propose une réponse, mais qui n'est pas simplifiée, qui n'est pas épurée, qui n'est pas celle que vous connaissez dans le tableau des dérivées, par exemple. Et bien ici, bien sûr, il ne faut pas hésiter à simplifier par x en haut et en bas. D'accord? Simplification de x en haut et en bas une fois, il reste 1, attention, quand vous simplifiez un x en haut, ça ne fait pas 0, et donc ça fait 1 sur x. X sur x carré faisant 1 sur x, bien oui, la dérivée de n, c'est bien sur x, donc la b est parfaitement juste. Donc voilà, faites attention à cela, et de la même façon, e de ln de x, j'ai quand même lourdement insisté, ça fait x, e et ln étant des fonctions réciproques, donc la c est aussi exacte. Donc on a au moins 2 réponses exactes ici, b et c. Ln de 0 égale à 1, ça c'est un gros piège, encore une fois tendu, pour ceux qui maîtrisent mal leur formule. C'est Ln de 1 qui vaut 0, et je vous rappelle que Ln de 0 n'existe pas, d'accord? Voilà, ça n'est pas possible, ça n'existe pas, sens interdit. Bon, ensuite, est-ce qu'elle transforme une somme en produit? Alors ça, c'est une formulation un petit peu experte, qui n'est pas si compliquée à comprendre. Transformer une somme, ça veut dire que si j'applique Ln à une somme, est-ce que j'obtiens une formule avec un produit? Voilà ce que ça veut dire. Or, j'ai dit juste à la question 13 d'avant qu'il n'existait pas de formule de Ln de A plus B. Voilà. Donc, la réponse est forcément non. Et si on veut corriger la proposition, bien, je vous rappelle que nous avons Ln de A fois B qui va être égal à quelque chose plus quelque chose. On dit donc que Ln transforme un produit en somme. Un produit en somme. Ça, c'est vraiment important, d'accord? Et ce n'est pas le contraire, ce n'est pas l'inverse. Donc, la E est fausse pour cette raison-là. Voilà. Donc, ce coût de transformation de produit en somme, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ce n'est pas seulement important parce que vous avez une formule algébrique qui est cachée derrière, c'est vraiment dans l'état d'esprit, et on va aborder ce sujet dans 2 ou 3 questions. Bien entendu, l'exponentielle étant une fonction réciproque, elle fait le contraire, elle transforme une somme en produit. Y a-t-il des questions pour cette question 14? C'est bon? Tout le monde est bon? Oui. Merci, c'est gentil de répondre. Je te remercie, c'est bien, ça me donne l'impression que je ne suis pas seul, tout va bien. Allez, question 15. Ah, alors, on va faire un peu de cours là-dessus, parce que ça, je ne suis pas convaincu que ça soit quelque chose que vous connaissez vraiment bien. On va s'intéresser à des fonctions de la forme f de x est égal à a exposant x. Donc, hop là, je fluote. Comme ça, on sait où nous en sommes, d'accord? Eh bien, nous allons étudier ces fonctions. Alors, d'abord, sachez que ce type de fonctions-là, ce sont des fonctions exponentielles. Voilà. Ce sont des fonctions de type exponentiel. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais quelle différence avec la fonction exponentielle que vous avez travaillée en cours? Peut-être que parmi vous, vous le savez, en fait, le vrai nom de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle en base E. E de x, c'est ce qu'on appelle une fonction exponentielle, ou la fonction exponentielle, employant l'article défini, en base E. Et je rappelle que E, c'est le fameux nombre, le troisième nombre le plus important des mathématiques, c'est environ 2,718. D'accord? C'est le troisième nombre après 1 et pi, bien entendu. Bon, 0 et 1, c'est les chiffres. Alors, a exposant x, du coup, le vrai nom de a exposant x, c'est tout simplement une fonction exponentielle en base a. Ou de base a, des fois on dit, bon, ça n'a pas d'importance. Alors la question est, comment je fais pour travailler sur une fonction exponentielle quelconque? Eh bien, il y a une réponse qui est simple, c'est de connaître la liaison qu'il y a entre a exposant x et e exponentielle x.
Et ça, ce n'est pas si compliqué que cela, parce qu'en fait, je rappelle que A, eh bien, c'est égal à E ln de A, ou bien A ln de E, ou bien ln de E de A. Enfin bon, vous avez compris qu'on a les deux. Alors ça, c'est valable si A est positif, hein, je rappelle, parce que, voilà, je ne veux pas qu'on me reprenne là-dessus. Hein, je fais d'abord le ln de A ici, hein, d'accord. Donc déjà, vous voyez, je restreins ce travail-là avec un A positif, ce qui ne me dérange pas parce que si vous regardez l'énoncé du 15, j'ai bien un 2 exposant x et j'ai bien un 1 demi exposant x, donc on est bien sur du A strictement positif. D'accord. Donc ce n'est pas dérangeant. Alors une fois que j'ai A égale à E de ln de A, eh bien cela signifie que A exposant x, c'était donc égal à E de ln de A exposant x. Et je rappelle, bah, c'est une formule qu'on a vue il y a juste 1 ou 2 minutes, hein, qu'une puissance de puissance, ça fait le produit des puissances, hein, d'après une formule de quatrième, d'accord. Donc ça revient à dire que ça fait E de ln de A fois x, qu'on préfère noter E de x ln de A. Donc en fait, tout simplement, la fonction exponentielle en base A, c'est la fonction E de x ln de A. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, c'est fini, ça veut dire qu'on sait l'étudier. C'est-à-dire qu'on sait l'étudier parce que je rappelle que nous disposons de formules, et notamment, par exemple, la dérivée de E de U, qui est donc égale à U', E de U. D'accord. On a révisé tout à l'heure U' sur U, maintenant c'est U' E de U. Alors du coup, ça veut dire qu'on peut l'étudier. On peut l'étudier, donc ça c'est assez sympathique à faire. Je peux donc la dériver, et si je dérive f' de x, c'est-à-dire que je vais dériver E de x ln de A, j'ai donc appliqué E de U, et ça fait donc la dérivée de x ln de A fois E de x ln de A. Bon. Et la dérivée de x ln de A, alors attention, c'est x la variable, ln de A. Ça, c'est une difficulté que vous rencontrez également, à juste titre. Nous avons ici 2 lettres, mais les 2 lettres n'ont pas le même statut. C'est-à-dire que vous avez une lettre A qui est une lettre qui représente une constante inconnue, mais fixée. Et la lettre x qui représente une variable. Ce sont 2 statuts qui sont complètement différents. Alors, sachez que c'est toujours le cas. Par exemple, quand vous étudiez y égale à x plus b, y égale à x plus b, vous avez 4 lettres, d'accord. Mais je vous rappelle, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, hein, que a et b représentent donc bien des inconnus mais fixes, et que x est une variable, et y c'est f de x, en fait. Hein, c'est l'image de la variable. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose d'assez connu. Et si vous voulez incriminer quelqu'un, il faut incriminer tout simplement le grand Descartes. Hein, c'est René Descartes qui est à l'origine de ça, avec la création de la géométrie cartésienne, comme peut-être certains d'entre vous le savez. Donc, du coup, ici, attention, quand je dérive, ln de A, c'est un nombre. C'est comme 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc, en fait, il faut dériver seulement x. Et la dérivée de x, c'est 1. Autrement dit, la dérivée de f' de x, c'est donc ln de A fois mon exponentielle de x ln de A, qui s'appelle A exposant x. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et donc, on peut dire que la dérivée de A exposant x, c'est ln de A fois A exposant x. Alors, l'intérêt de la dérivée, je le rappelle également. Vous me dites si je vais trop vite, hein, d'accord. Parce que Dan m'a dit que vous appréciez qu'on envoie du lourd. Alors, bon, moi, j'avais prévu de faire cela, mais du coup, je vais un peu plus loin, un tout petit peu plus loin. Mais vous m'arrêtez si je vais trop vite. Hein. Alors, et d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai lu rapidement les programmes, mais vous savez que moi, je suis prof en post-bac, hein, donc vos programmes sont un peu lointains pour moi. Je n'ai pas le sentiment qu'on vous demande d'étudier les fonctions exponentielles en base quelconque. Donc, c'est une application forcément de la base exponentielle, de l'exponentielle en base E, c'est obligatoire, c'est-à-dire que ça peut être des exercices d'application que vous avez peut-être fait d'ailleurs en cours, mais ça n'a pas l'air d'être une notion de cours à retenir par cœur. Bon, là, je suis en train de construire un cours, hein, en fait. Hein. Donc, du coup, ici, je rappelle que le concept de la dérivée, c'est d'étudier donc les variations grâce au signe de la dérivée. Donc, que peut-on dire sur le signe de f' de x? Alors, ce n'est pas si compliqué que cela. Pourquoi? Parce que ici, j'ai a exposant x, et je vous rappelle que a exposant x, c'est e de x ln de a. Autrement dit, c'est forcément positif, ce truc-là. Et donc, le signe de f' de x, il dépend finalement seulement de ln de a. Et ça aussi, c'est intéressant. Est-ce que vous êtes capable de me donner le signe de ln de a selon les valeurs de a? Eh bien, il n'y en aura pas beaucoup d'entre vous qui seront capables de me le faire correctement.
Peut-être que je me trompe, peut-être que vous serez plus nombreux que cela. Mais moi, je le vois les difficultés qu'on a en colle, en prépa scientifique et tout. Il y en a qui n'ont pas bien perçu la chose. ln de A, eh bien, ça dépend de la position de A par rapport à 1. C'est-à-dire que si A est plus grand que 1, d'accord, on peut mettre supérieur ou égal à 1, eh bien, nous savons que le ln de A, à ce moment-là, sera positif. Si maintenant A est compris entre 0 et 1, alors ln de A est négatif. En fait, le signe de ln de x, il est à connaître par cœur. Hein. Voilà, 0 est une valeur interdite, ça passe par 1, et je rappelle que ln de 1 vaut 0, et je rappelle que ln est croissante, donc ça part du négatif pour aller vers le positif. Donc en fait, le signe de ln de x est très intéressant, hein. C'est celui-ci. C'est négatif entre 0 et 1, et c'est positif lorsque x est plus grand que 1. Alors ici, c'est ln de a, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez un a qui est plus grand que 1, eh bien, ça veut dire que la dérivée sera positive, et lorsque a est compris entre 0 et 1, la dérivée sera négative. En résumé, je continue un peu avec la n'importe où, mais vous êtes censé prendre des notes en même temps que moi, donc ça devrait aller. Si a est plus grand que 1, eh bien, j'ai donc une fonction qui va être strictement croissante. D'accord, sur R, donc entre moins l'infini plus l'infini. Voilà. Si a est compris entre 0 et 1, je vais avoir une fonction qui va être strictement décroissante. Voilà. Alors, vous pourriez me dire, ah, mais le a égale à 1, où il est passé? Parce que j'ai été malin là sur ce coup, bah, le a égale à 1, en fait, je l'ai éliminé, parce que si je remplace a par 1 exposant x, ça fait 1. Donc, le cas a égale à 1, c'est que c'est un cas particulier, vous avez f de x égale à 1. Donc, c'est un cas qu'on exclut assez rapidement. Et on travaille avec des a qui est soit strictement plus grand que 1, soit strictement plus petit que 1, mais n'oublions pas qu'il est strictement positif. Donc, voilà un cours résumé sur les fonctions exponentielles. D'accord? Voilà un cours résumé sur les fonctions exponentielles. Et je pense qu'on est maintenant capable de répondre aux questions, à peu de choses près, à une réponse près peut-être. Alors, est-ce que f est strictement croissante sur R? J'en suis là. Est-ce que f est strictement croissante sur R? Car 2 est plus grand que 0. Eh bien, il y a un gros piège pourri. Ce n'est pas parce que 2 est plus grand que 0, parce que 2, c'est A, hein, ici. Hein. C'est parce que 2 est plus grand que 1 que la fonction est strictement croissante. Et donc la A, piège bien antipathique que je vous ai tendu, elle est fausse. Elle est fausse. Il fallait que l'explication concerne 2 strictement supérieur à 1. Est-ce que G est strictement croissant sur R car un demi positif? Alors non seulement ce n'est pas par rapport à 0, mais en plus dans le cas où on a un demi, c'est strictement décroissante. Donc la B est fausse à de nombreux égards. Est-ce que l'ordonnée du point d'intersection est 1? Alors, en fait, ça, c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais vous avez une valeur particulière. Ici, c'est la valeur x égale à 0, bien sûr. Et si je regarde la valeur x égale à 0, l'image de 0, 2 puissance 0, ça fait 1. Et 1 demi puissance 0 aussi, ça fait 1. En fait, on se rend compte que a exposant 0, ça fait toujours 1. Donc, toutes les fonctions exponentielles passent par le point de coordonnées 0, 1. Toutes, sans exception aucune. Donc, en particulier, les deux que vous avez dans l'énoncé. Donc, la réponse C est exacte. Sont-elles réciproques l'une de l'autre? Alors, pour ce, il faudrait déjà avoir une idée de ce à quoi elles ressemblent. Pour avoir une idée de ce à quoi elles ressemblent, eh bien, on pourrait se dire qu'on peut prendre l'exemple de l'exponentielle x et de e de moins x, par exemple, hein, d'accord? Alors, pourquoi e de moins x est-il intéressant? Tiens, je fais un aparté là-dessus. Parce que e de moins x, c'est tout simplement e de moins 1 puissance x. Donc, si vous préférez, c'est 1 sur e puissance x. Donc, vous voyez, e exposant x, ça joue le rôle de 2 exposant x, et 1 sur e exposant x, ça joue le rôle de 1 sur 2 exposant x. Bon. Alors, du coup, si je prends exponentielle x, vous êtes censé la connaître par cœur, c'est ça. Et si je prends e de moins x, vous avez dû l'étudier, enfin, c'est pas vous avez dû, vous l'avez étudié, c'est obligatoire, vous ne vous en souvenez pas, c'est certain, mais elle est comme ceci. Et en fait, on a une propriété qui est assez sympathique, c'est que non seulement elles ne sont pas réciproques l'une de l'autre, puisqu'il n'y a pas, je rappelle, de symétrie par rapport à y égale à x, hein, d'accord? Donc ça, c'est du n'importe quoi.
Mais par contre, vous avez une symétrie sympa qui apparaît. C'est qu'il y a une symétrie axiale, mais d'axes désordonnés. Et c'est la raison pour laquelle la D est fausse, mais la E est vraie. Voilà, donc c'est un peu piège. J'étais un peu loin dans les explications, mais je pense que ces fonctions exponentielles en base A, elles ont... enfin voilà, je trouve que c'est assez intéressant de les connaître quand on attaque médecine. Ou, enfin, bon, bref, vous avez compris, passe, hein, médecine, dentaire, ce que vous voulez. Voilà, y a-t-il des questions sur cette question numéro 15? J'ai encore une fois bien approfondi les choses, j'étais assez loin. Par contre, vous voyez, c'est des études de fonctions qu'on a faites. Hein. On a fait des études de fonctions avec de E de x quelque chose, donc E de u, avec du ln de a qui donc est une constante. Donc c'est super intéressant parce que là, on manipule des objets mathématiques de façon approfondie, certes, mais pratique. Voilà, très, très pratique. Allez, on passe à la 16. Et on change de thème. Alors, on change de thème, et là, je vais évoquer un thème que normalement, vous n'avez pas rencontré en terminale, qui est la notion de papier semi-logarithmique. Donc ici, on va parler d'un repère semi-log. Hop là, donc c'est ça que je veux que vous repériez ici. Voilà. Qu'est-ce qu'un repère semi-logarithmique? Alors, si vous l'avez peut-être rencontré, c'est en physique-chimie. Plus exactement, en chimie. Peut-être allez-vous rencontrer ce type de repère en travaillant sur la notion de pH ou quoi. Je ne sais pas trop ce que vous faites en programme en physique-chimie aujourd'hui. Moi, je me souviens un petit peu de ce que je faisais il y a 30 ans. Mais alors, à vous, aucune idée. Mais s'il y a une chance pour que vous ayez rencontré ce type de repère, c'est bien en chimie à l'heure actuelle, d'accord. Et éventuellement en SVT, si vous avez étudié, mais ça j'en doute fortement, si vous avez étudié les croissances bactériennes, d'accord, c'est quelque chose qu'on fait justement en licence passe en fait. Donc j'ai du mal en licence santé, j'ai du mal à croire que vous l'avez fait en terminale. Mais bon, pourquoi pas? Parce que vu qu'on travaille par thème d'études en ce moment, et ça c'est plutôt une bonne idée, ça veut dire que dans un thème d'études, vous pouvez vraiment utiliser beaucoup d'outils et vous avez le loisir d'aller plus loin dans le programme. Donc peut-être que vous avez rencontré ce type de papier. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Semi-logarithmique, ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. C'est que vous avez un repère de ce genre-là. Excusez-moi. Donc, vous avez un repère qui est en abscisse. Bon, c'est sur un des deux axes, mais traditionnellement, c'est un abscisse. Il est normal. L'abscisse des x, il est normal. C'est celui que vous connaissez avec le repère du millimétré. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Les écarts sont bien respectés. On parle ici d'une progression arithmétique, si vous voulez tout savoir. C'est le terme scientifique alloué. Bon. Donc, les écarts sont constants, d'accord, et 1 plus 2, ça fait 3. Voilà, pas de surprise, il n'y a pas d'erreur là-dessus. On est sur une progression classique que vous avez rencontrée. Mais en revanche, si vous analysez l'axe des ordonnées, eh bien là, on a pas mal de surprises. D'abord, première surprise, eh bien, on a un repère qui est un peu bizarre ici. Si vous regardez bien les lignes, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais on voit qu'il y a des lignes qui sont écrasées ici, par exemple, d'accord, et étendues ici, vous voyez? Voilà, étendues ici, mais écrasées ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui coince. Et puis, ça n'est pas tout. Il y a d'autres choses qui coincent. Vous démarrez à 1. Vous ne démarrez pas à 0 sur l'axe des ordonnées. Entre 1 et 2, vous avez une certaine quantité, une certaine distance. Mais la distance n'est pas respectée entre 2 et 3. Regardez, entre 2 et 3, vous avez une distance qui est plus courte qu'entre 1 et 2. Puis entre 3 et 4, une distance qui est encore plus courte qu'entre 2 et 3, et donc a fortiori qu'entre 1 et 2. Et si vous regardez, les distances se raccourcissent au fur et à mesure. C'est un repère très très particulier. On se rend compte que l'échelle des ordonnées est écrasée. Et ce n'est pas seulement ça qui est particulier. Il y a d'autres choses qui sont particulières. C'est qu'après, on obtient une nouvelle échelle qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la première. Et donc, on observe que si j'ai 10 là, comme j'avais 1 ici, j'ai désormais 20 là, alors que j'avais 2 ici. Autrement dit, sur ma deuxième partie de repère,
je ne vais plus m'intéresser aux unités, je vais m'intéresser aux dizaines. Et je vais donc avoir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et donc, l'échelle est encore écrasée. Et vous avez compris le concept. Si je continue à aller plus haut, la surprise, j'ai encore une fois une échelle qui est comparable à celle que je viens de passer, sauf que les nombres, cette fois-ci, eh bien, si vous les regardez bien, ils vont aller de 100 en 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000. Eh bien, bien sûr, je pense que vous l'aurez compris, cette échelle-là s'appelle une échelle logarithmique. Échelle logarithmique. Et du coup, c'est assez intéressant de voir les propriétés qu'il peut y avoir, d'accord? Moi, je vais essayer de résumer ça, parce que je ne vais pas passer une heure pour vous expliquer comment fonctionne ce papier semi-logarithmique. En fait, une façon relativement simple de le comprendre, c'est que vous avez deux types de coordonnées, grand X et grand Y, et que ces coordonnées correspondent à des coordonnées que vous connaissez par ailleurs. Alors, la première coordonnée que vous connaissez, c'est grand X, c'est la même que le petit x que vous avez toujours rencontré. Donc là, il n'y a aucun souci. Par contre, grand Y, lui, il a été manipulé. On lui a attribué une fonction qui écrase, et cette fonction qui écrase, eh bien, son nom, elle est dans le nom de l'échelle, on lui a appliqué un logarithme. Alors, je dis bien un logarithme, parce que je ne suis pas en train de dire le logarithme n'est pas rien. Il y a beaucoup d'erreurs là-dessus. Si vous avez amusé à googliser ce truc-là, il y a très peu de sites internet qui vous donnent un petit cours là-dessus. Il n'y en a quasiment aucun, hein, d'accord? Et quand il y en a un qui ose le faire, il vous dit n'importe quoi. Il vous dit que c'est la fonction ln qui est derrière. Et non, la fonction ln, c'est le logarithme n'est pas rien. Ici, si vous regardez bien, on va dans une échelle avec des 10 puissance quelque chose. Et les échelles avec 10 puissance quelque chose, et là aussi, je vais faire un petit cours relativement rapide pour comprendre la chose, eh bien, c'est la fonction logarithme décimale, la fameuse fonction LOG que vous avez rencontrée en physique-chimie, et avec le pH, comme je le disais. Donc, ici, on a appliqué une fonction logarithme, la fonction logarithme décimale. Alors, rapidement, mais je ne peux pas aller trop vite non plus, mais vous m'arrêtez si jamais vous connaissez les choses et vous me ralentissez si jamais je vais trop vite, d'accord? Nous allons parler des fonctions logarithme en base A. Logarithme en base A. Eh bien, ces fonctions logarithme en base A se notent LOG petit a de x. Voilà, logarithme en base A. Autrement dit, la fonction logarithme népérien que vous connaissez, c'est la fonction logarithme en base E de x. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Vous avez une définition qui est relativement simple, c'est que c'est ln de x sur ln de a. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Et comme ça, je résume la situation. Le logarithme en base a de x, c'est égal à ln de x sur ln de a. Donc du coup, si vous remplacez a par e, de façon évidente, d'accord? Si je remplace a par e, ça fait ln de x sur ln de e. ln de e fait 1, donc ça fait ln de x. Donc on a bien le logarithme en base e qui vaut bien le fameux logarithme népérien. Ça, c'est certain. Ça nous permet également de faire des études de fonctions que je n'ai pas à faire, ce n'est pas nécessaire ici, d'accord? Par contre, ce qui est sympa, c'est d'avoir la relation entre le logarithme en base A et le logarithme népérien. Ok, donc du coup, une fois qu'on a compris cette petite formule, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le logarithme en base 10, le logarithme décimal. Donc, en fait, LOG indice 10 de x, et en fait, il s'appelle tout simplement LOG, tout simplement. Hein, c'est comme ça qu'il est noté en France. On ne met pas d'indice petit 10, d'accord? Et donc, il est égal à ln de x sur ln de 10. Alors, vous me direz, ok, tout ça, c'est beaucoup de blabla, mais pour quelle raison? Parce qu'en fait, lorsque vous avez un logarithme en base a de x, sa fonction réciproque, eh bien, c'est la fonction a exposant x que je vous ai introduite il y a 10 minutes. Ça, c'est pas mal. C'est la raison pour laquelle ln de x est un cas particulier et c'est e de x, puisque le ln, c'est le logarithme en base e, eh bien, la fonction réciproque de ln de x, c'est exponentielle x. Et de la même façon, quelle sera la fonction réciproque du logarithme décimal? Eh bien, ça sera 10 exposant x.
Et là, la boucle est bouclée. C'est exactement pour cette raison que vous avez 10 puissance 1 ici, 10 puissance 2 ici, 10 puissance 3 ici. On a bien une échelle qui représente les 10 puissance quelque chose. C'est donc bien le logarithme décimal et non pas le logarithme népérien qui est caché derrière cette échelle semi-logarithmique. Alors là encore, bien sûr, hein, blanc bonnet, bonnet blanc, hein, vu qu'il y a une relation qui relie le logarithme décimal au logarithme népérien, ce n'est pas faux de dire que le logarithme népérien est caché derrière, mais ça n'est pas lui qui est caché directement. C'est la fonction logarithme décimal. Alors, une fois qu'on a compris cela, eh bien, vous allez voir qu'il y a un intérêt considérable à ce papier graphique. Je vais m'intéresser maintenant à des fonctions qui sont représentées par des droites, c'est-à-dire une droite dans ce repère. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe lorsqu'on a une droite dans ce repère. Alors, voilà, nouveau papier, je zoome, et je considère une droite dans ce repère quelconque. Et donc la question est, que représente une droite dans un tel repère? Parce qu'en fait, c'est ça l'idée, c'est de comprendre quel est l'intérêt de ce repère. Si c'est une droite, son équation est de la forme y égale à x plus b. Mais attention, c'est grand y est égal à a grand x plus b. Bah oui, puisqu'on est dans un repère qui a été modifié. Et si vous vous souvenez bien, grand X, lui, non, en fait, il n'a pas été modifié, c'est petit x. Hein, mais grand Y, oui. Grand Y, c'est log, LOG, de petit y. Par conséquent, j'obtiens, en passage en petit y, on fait ce qu'on appelle un changement de variable, j'obtiens log de y égale à x plus b. Alors, comment faire pour passer à y égale? Lorsque vous avez ln de y égale à 5, par exemple, vous employez la fonction exponentielle. D'accord? Voilà, pour trouver y égale. Eh bien, lorsque vous avez le log, vous allez utiliser sa fonction réciproque. Or, sa fonction réciproque, je viens de le dire, c'est 10 puissance quelque chose. Autrement dit, ici, je peux passer un y égale, mais j'obtiens 10 puissance de ax plus b. Bon. Alors, ça fait quoi? Ça fait 10 puissance ax fois 10 puissance b. 10 puissance b, c'est un nombre qu'on met traditionnellement devant et qu'on va appeler grand B. C'est un nombre quelconque qui n'a pas d'importance, fois 10 puissance ax. Donc, en fait, les droites dans un repère semi-logarithmique représentent des fonctions de la forme grand B fois 10 puissance ax. Mais j'ai dit que 10 puissance quelque chose, c'était égal à E de ln de 10 fois AX, en fait, hein, puissance AX. Je court-circuite un petit peu, j'ai conscience que j'en perds un ou deux, mais ce n'est pas grave. Autrement dit, ça veut dire qu'on va avoir BE de grand AX, si vous préférez. Je suis en train de dire tout simplement que une droite dans un tel repère, c'est une fonction exponentielle. Tout simplement. Ça, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, une fonction exponentielle est représentée par une droite dans un tel repère. Donc, on va retenir qu'on a, de façon plus rigoureuse, b fois 10 puissance ax, mais on a b fois e de ax aussi, pour une représentation linéaire dans un tel repère. Alors, des applications concrètes, vous en avez en pagaille. Je ne pense pas que j'aurai le temps d'aller sur des équations différentielles, qui sont maintenant votre programme. Ça avait disparu pendant 15 ans du programme de terminale, hein, les équations différentielles. Enfin, au moins 10 ans. Et lorsque vous travaillez sur les fonctions, les équations différentielles, je ne sais pas comment on vous les a introduites, vous, en terminale, d'accord, mais vous avez des thèmes d'études qui sont absolument passionnants, et notamment les croissances bactériennes. On est en plein dedans, encore une fois, bien sûr, hein, avec le coronavirus, etc., d'accord. On est vraiment en plein dedans avec la notion de vaccin, enfin bon, bref, c'est ce à quoi vous souhaitez vous consacrer l'année prochaine. Hein. C'est en licence santé qu'on travaille ce genre de choses-là. Et pas que. Hein, vous avez également ça dans des BTS techniques, par exemple des BTS de laboratoire. Ils travaillent tout ça. Hein, lorsque vous allez travailler en laboratoire d'analyse, ils manipulent bien entendu les croissances bactériennes. Et en fait, on se rend compte que les croissances bactériennes sont modélisées par des fonctions exponentielles. Donc, elles sont représentées par des droites dans un papier semi-logarithmique. Et ça, c'est donc hyper intéressant parce que ça permet de faire des études
assez rapide, assez poussée de ce type de croissance-là. Parce que si vous utilisez le papier millimétré pour faire des représentations graphiques, même si vous faites appel à un logiciel, de suite, vous allez vous retrouver marron parce que l'exponentielle, elle explose complètement. Et si vous développez un repère pour essayer de voir des choses en haut, eh bien, vous ne verrez plus rien en bas parce que tout sera complètement écrasé. Alors que grâce au papier semi-logarithmique, vous allez pouvoir étudier tout ce qui se passe un peu partout. Donc, ce papier-là est super intéressant, notamment donc, dans le domaine médical et biologique. Revenons maintenant à notre question, à moins que vous ayez des questions. C'est bon pour tout le monde? Non, merci. C'est gentil. Alors, je continue et je reviens donc. Je dois en être là. Voilà. On porte des données dans un repère semi-log, on obtient une relation linéaire. Eh ben, voilà. C'est le cours qu'on vient de faire, d'accord? Relation linéaire, ça veut dire qu'on a une droite, et ça, vous devez connaître par cœur ce que cela signifie. Si j'ai une droite dans un repère semi-log, cela veut dire que la fonction considérée est de la forme, je vais le répéter, d'accord? Elle est de la forme y égale grand B fois 10 exposant AX, d'accord? Ou B exponentielle de AX. Voilà, d'accord? C'est ce type-là de relation. Donc, on n'a plus qu'à regarder ce qui se passe et on regarde question par question. Alors, Y est-il égal à E de BX? J'espère que vous avez compris que les lettres A et B, d'accord, elles n'avaient aucune incidence. Moi, j'ai récupéré les lettres que j'ai utilisées dans mon cours, d'accord, mais ça n'a pas d'importance, c'est un type d'écriture, c'est un type d'expression. Lorsque vous avez travaillé sur les droites Y égale à X plus B, vous avez parfois aussi écrit dans votre cours MX plus P, par exemple. Donc, la nature de la lettre n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est sa position. Donc ici, bien sûr, la réponse A, elle est parfaitement exacte. D'accord? Ensuite, où j'en suis là. Ensuite, A fois X exposant B. Donc, non seulement, c'est pas bon, parce que ça, c'est ce qu'on appelle une fonction puissance, d'accord? Mais en plus, sachez que, là, je ne vais pas le faire, parce que je pense que je n'aurai pas le temps, c'est que les fonctions puissance, elles sont pratiques dans des repères log-log. Alors, si vous avez compris le fonctionnement du semi-log, vous avez compris le fonctionnement du log-log. Les deux échelles, cette fois-ci abscisse ordonnée, sont compressées avec la fonction logarithme décimal. Et donc, vous avez la fonction puissance qui est cachée derrière. Alors, donc, la A est juste, mais pas la B. Et puis, vous voyez qu'ici, on vous demande ln de Y. Ln, pourquoi pas? On sait que c'est log qui est la plus exacte, on va dire, en tout cas la plus représentative. Mais admettons, pourquoi pas? Donc, je prends la relation que m'a donnée l'énoncé, et je vais lui appliquer ln de Y. Ça fait donc ln de grand A, E de Bx. J'ai donc un produit ici, j'ai quelque chose fois quelque chose. Donc je transforme le produit en somme, ça fait donc ln de A plus ln de E de Bx. Et bien sûr, ln de E, ça s'élimine, ça se simplifie, et donc on obtient ln de A plus Bx. Et donc on observe que la C est juste. Et on suppose assez rapidement, on vérifie que les D et E sont fausses. Voilà pour cette question numéro 16, qui est simplement du cours direct par rapport... Monsieur, oui, à la relation excusez-moi. linéaire. Oui, J'ai pas compris. Pourquoi vous avez dit que les D et E, vous avez dit qu'elles sont fausses directement, alors qu'on n'a pas vérifié? Si, j'ai dit qu'on le... Bon, on ne va pas le vérifier, on va le vérifier, mais ici, tu vois, tu as X, il manque le B, d'accord? Et ici, tu as un BLN de X, alors qu'il faut avoir un BX. Tu comprends? Donc, par comparaison avec la relation juste, on voit de suite que les réponses B, D et E sont aberrantes. Ok, d'accord, merci. Ça marche? Super. Oui. Ok, d'autres questions? Allez, page suivante, on passe au 17. Et là, ça, c'est hyper intéressant. Je vais vous apprendre à lire dans un repère semi-log et à trouver des choses. Alors, il y aura encore des précisions rapportées, mais on a fait l'essentiel. Oui, le nombre de bactéries est représenté par la fonction suivante. Donc, ici, c'est T, on est avec des T en heures. D'accord? Donc, ça, c'est T et c'est en heures. Donc, vous avez 1 heure, 2 heures, d'accord? Voilà. Et ça, c'est le nombre de bactéries. Donc, vous avez des bactéries, au départ, elles étaient... Alors, ah oui, au départ, elles étaient à combien? Parce qu'il y en a plein qui se plantent là-dessus. On va aller lentement. Vous voyez, ça démarre à 10 ici, si vous regardez bien. Ce qui veut dire que tous les traits que vous voyez, ce sont des traits qui vont de 10 en 10. En effet, on va jusqu'à 100. On peut le vérifier. 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc, si je lis bien mon graphique, le nombre qui est ici, 10, 20, 30, 40, 50, on est exactement à 50. Et il y en a plein qui vont se tromper, qui vont dire 10, 11, 12, 13, 14, par exemple, voyez-vous. Je vais de 10 en 10 lorsque je suis dans l'échelle qui va de 10 à 100. Autrement dit, le nombre qui est ici, c'est 50. Très important. D'accord? La lecture graphique, elle est beaucoup plus facile qu'on ne le pense, mais il faut la faire de façon intelligente. Je donne un autre exemple. Je regarde l'image de 2, par exemple. L'image de 2, hop, elle est là. Et donc, je vais regarder sa valeur. Ici. Eh bien, si je compte bien, il y en a qui vont penser que ça fait 100, 110, 120, 130, 140. Mais pas du tout. Parce qu'on a changé d'échelle et désormais, on va de 100 en 100. Donc, la bonne réponse sera 100, 200, 300, 400 et 500. Ici, j'ai 500. D'accord? Donc ça, c'est hyper intéressant à bien comprendre. Alors, voyons voir les réponses qui sont proposées. Le nombre initial de bactéries est log de 50. Pas du tout. Ne pas confondre nombre initial. Tac, 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 où je suis là, voilà. Ne pas confondre nombre initial. C'est différent de l'ordonnée à l'origine. Parce qu'il faut que vous compreniez ça, c'est quelque chose que mes étudiants ont un peu de mal à comprendre. L'ordonnée à l'origine, c'est dans le repère grand X, grand Y. Le nombre initial, c'est dans le repère petit x, petit y. Le nombre initial, c'est l'effectif que vous lisez sur le dessin. Mais si vous regardez bien sur le dessin, quand j'écris grand X égale à grand A grand X plus B, quand j'écris ceci dans ce repère-là, quand je dis que c'est une droite avec grand X et grand Y. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est quelque chose qui est lié au changement de variable. Et donc, si je considère le changement de variable, je rappelle que le grand Y, on lui applique la fonction logarithme décimal. Par conséquent, l'ordonnée à l'origine, c'est log de 50. Mais le nombre initial, c'est 50. Donc, ne pas confondre les deux. D'accord? Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Deuxième affirmation, donc la A est fausse. Deuxième affirmation, la B. À t égale à 2 heures, n égale à 140. Ben, celle-là, je l'ai faite. Je l'ai faite. Donc, le gros piège, c'est qu'il y en a qui vont continuer à compter de 10 en 10. Mais non, comme on a dépassé les 100, désormais, on va donc de 100 en 100. Et donc, c'est 500. Donc, la B est fausse. Question suivante. Que vaut la pente? Alors, pour calculer une pente, je rappelle que la pente, c'est grand Y2 moins grand Y1 sur grand X2 moins grand X1. C'est ça la définition d'une pente que vous avez appris en classe de 3e. C'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Il faut donc que je considère deux points, grand X, grand Y, d'accord, pour pouvoir appliquer ma formule. Alors, on les a ces deux points. On les a, puisque le premier point, c'est 0 et 50. Alors attention, ça c'est en petit x, y, hein, d'accord? X égale à 0, y égale à 50. Et le deuxième point, c'est x égale à 2, y égale à 500. Donc, appliquons la formule de la pente pour ces deux points. Attention, le grand y, je rappelle, c'est log de petit y. Encore une fois, vous avez tout sous les yeux, hein, il faut juste regarder au bon endroit. Grand y, c'est log de petit y. Autrement dit, j'obtiens log de 500 moins log de 50, le tout sur 2 moins 1. OK, on a progressé. Log, LOG, on est bien d'accord, logarithme décimal, mais c'est un logarithme qui a exactement les mêmes propriétés que le logarithme népérien que vous avez appris. Donc, du coup, la différence de logarithme, c'est log de 500 sur 50.
Je rappelle que ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Donc, cette propriété est vraie pour n'importe quel logarithme. Toujours sur 2 moins 1, j'ai dit non, 2 moins 0, bien sûr. Hein. Donc, ça fait sur 2. 500 sur 50, bah, ça fait 10. Donc, j'obtiens log de 10 sur 2. Mais log de 10, c'est 10 puissance 1 si vous préférez. Or, comme le logarithme décimal, c'est la fonction réciproque de 10 puissance, eh bien, on obtient ceci. Log de 10 puissance x est toujours égal à x. C'est l'équivalent du ln et du e. Donc, on obtient un demi. Donc, la réponse C est exacte. Ça, c'est un calcul qui est super intéressant pour manipuler le logarithme décimal et pour manipuler la formule de la pente. Après, j'ai une astuce qui est beaucoup plus simple pour comprendre comment ça fonctionne, mais elle va mélanger, comment dire, elle va être confuse pour un grand nombre d'entre vous. C'est un peu paradoxal. Alors, je vais quand même en parler parce que je pense que parmi vous, il y en a qui vont le percuter. Mais sachez qu'il y en a qui préfèrent, c'est pour ça que j'ai introduit cette façon de faire en premier, il y en a qui préfèrent faire le calcul pour se dire « Ah oui, c'est bon, ça marche. » En fait, si vous raisonnez en grand X, grand Y, c'est comme, je répète, c'est comme si vous aviez ici en abscisse 0, 1 et 2, bah ça c'est la même chose, on a dit que ça ne bougeait pas, mais c'est comme si vous aviez en ordonnée 0, 1 et 2, en fait. Et le 2, il est plus haut puisque c'est le 2, il arrivera à 1000. Donc je répète, si vous fonctionnez en grand X et grand Y, c'est comme si vous aviez des 0, 1, 2 sur l'échelle des ordonnées. Mais du coup, ici, on voit bien que j'ai avancé de 2 pas vers la droite et on voit que j'ai exactement avancé de 1 pas vers le haut. Comment je le sais? Ben, je le sais parce que si vous comptez les graduations, 1, 2, 3, 4, de 0 à 50 et 1, 2, 3, 4, de 100 à 500. Donc, je suis dans une situation où j'ai fait plus 2 à droite et plus 1 en haut. Et ça devrait rappeler des souvenirs aux meilleurs d'entre vous. On a un moyen de lecture graphique d'une pente. Et la pente, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on avance de 1 vers la droite et on regarde de combien on monte ou on descend. Donc, si lorsque j'avance de 2, je monte de 1, cela veut dire que lorsque j'avance de 1, je monte de 1,5. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau à voir. Ça veut dire qu'il faut avoir l'esprit abstrait, suffisamment abstrait pour comprendre qu'il faut s'affranchir des 10, 100 000, 10 000. Il faut comprendre que c'est du 0, 1, 2, 3 parce que dans ma tête, je raisonne un grand X, grand Y. Donc, en gros, j'ai avancé de 1 vers la droite, je suis monté de 1,5, bah, la pente, elle vaut 1,5 et c'était quelque chose qui était lisible en 2 secondes. Ah, ça, c'est paradoxal, c'est frustrant les maths pour ça. Hein. Un gars qui est un tout petit peu meilleur qu'un autre, il va avoir beaucoup plus de facilité qu'un autre. La facilité mathématique est exponentielle par rapport à la compréhension. C'est quelque chose qui a toujours été injuste, ça, avec les mathématiques. Donc voilà, je vous ai donné 2 façons de comprendre que la pente valait 1,5. Allez, continuons. N double-t-il toutes les 36 minutes? La question suivante. Donc là, je ne me fiche pas de vous. Hein. Je vous ai foutu des questions bien difficiles, hein, je vous signale. Hein, d'accord. N double-t-il toutes les 36 minutes? Alors, 36 minutes, qu'est-ce que c'est? On se dit, qu'est-ce que c'est encore ce délire? Et pourquoi 36 minutes? Parce que si vous regardez bien les graduations qui vont de 0 jusqu'à 1, si vous les comptez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, il y a 10 graduations. Ça veut dire que chacune des graduations représente 6 minutes. Donc, si vous voulez savoir ce qui se passe en 36 minutes, eh bien, vous devez regarder ce qui se passe au bout de la 6e graduation. Autrement dit, je vais aller regarder ce qui se passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Je ne sais pas si vous voyez bien avec ce jaune-là. D'accord? Je suis sur la 6e graduation. Et je vais regarder l'image de la 6e graduation. Je regarde l'image de la 6e graduation. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'image de sa 6e graduation, c'est 100. Donc, on est passé de 0,50 à 36 minutes, hein, si vous préférez, 100. Or, la croissance observée, vu que la fonction est linéaire sur le papier log, c'est une croissance en fait qui est donc logarithmique et qui parle de progression logarithmique parle d'une progression qui se multiplie à chaque fois par le même nombre.
Or, en 36 minutes, je suis passé de 50 à 100. Ça voudra dire, et on peut le vérifier, que toutes les 36 minutes, vous doublerez votre population. Si je compte encore 6 graduations à partir de 36 minutes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je regarde ici, donc ça veut dire la 12e graduation depuis le début et que je regarde l'image, regardez bien, c'est flagrant, hein, et c'est génial. Hein. On tombe sur pile poil 200. Ben, c'est découru. Toutes les 36 minutes, la population double. C'est exact. Propriété très jolie. Et ça ne sert à rien d'apprendre par cœur. Le graphique parle de lui-même. Et c'est assez génial, quoi. Et on peut encore regarder. Si on regarde la 18e graduation, vous verrez, ça sera l'image. Elle aura pour image 400. Hein. C'est certain. Hein. Ça, c'est assez fabuleux. Enfin, comment trouver l'écriture de N de T avec ces indications? Eh bien, vous allez voir que ça n'est pas si compliqué que ça, finalement. Parce que, en fait, la question, c'est quelle est l'équation de ma droite? Y égale à x plus b. Eh bien, le petit a, c'est la pente, donc ça vaut 1,5. Et le petit b, c'est l'ordonnée à l'origine. Or, je vous ai appris que c'était égal à log de 50. Donc, en fait, l'équation de ma droite, c'est grand y est égal à 1,5 fois grand x plus log de 50. Et vous avez compris que moi, je veux petit y. Oui, ça, c'est petit y n de t, hein, d'accord? C'est petit y, hein, ok? Donc, moi, je veux petit y. Alors, je remplace grand y par sa formule. Ça fait log de petit y est égal à 1,5 de x plus log de 50. Et maintenant, je dois donc trouver y égale. Et ça, on sait faire parce qu'on a appris qu'il fallait passer par 10 puissance quelque chose. Je passe donc par 10 puissance quelque chose. Ça fait y égale 10 puissance 1,5 de x plus log de 50. Je casse mon exposant puisque j'ai un plus. Ça fait donc 10 puissance 1,5 de x fois 10 puissance log de 50. 10 puissance log de 50, j'ai insisté là-dessus. 10 puissance x et log LOG sont deux fonctions réciproques. Donc ça fait 50. Et bien entendu, 10 puissance 1,5 de x, c'est comme si j'avais 10 puissance x, le tout puissance 1,5. Oui, hein, 1,5 fois x, ça fait 1,5 puissance x, ou bien x puissance 1,5. On l'avait déjà vu 2 ou 3 fois dans le cours, hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Enfin, dernière chose qu'il faut que je vous rappelle, une puissance 1,5, c'est une racine carrée de x. C'est une racine carrée du truc. Alors ça, je ne sais pas si vous le saviez. C'est de la culture G. Hein. Ça se démontre assez facilement au passage. Et d'où ça vient? Ça vient du fait que le carré et que la racine carrée, souvenez-vous, je vous ai fait le cours dessus tout à l'heure, ce sont deux fonctions réciproques. Et donc, en fait, pour que ça fonctionne, la réciprocité, ça veut dire que si j'élève quelque chose au carré, comment je fais pour écraser le 2? Grâce à une puissance 1,5 qui va donner à la fin une puissance 1, donc qui va donner le nombre de départ. Donc, c'est la raison pour laquelle la racine carrée de x et la puissance 1,5 sont... c'est la même chose. Donc, vous l'avez compris, finalement, on obtient 50 fois racine carrée de 10 exposant x. Enfin, c'est du t ici, mais bon, j'ai mis x partout, c'est pas grave. Et donc oui, ou alors 1,5. Allez, on va faire un truc 1,5 ici avec x ici pour que ça soit un peu plus juste. Et donc, c'est racine carrée de 10, le tout puissance x. Voilà. Et j'ai dit que x était t. Donc, la E est juste. Très, très bel exercice de haut niveau. Alors, je vous laisse imaginer que ça, c'est un exo que je donne en préparation... en préparation passe, hein, quand je fais le cours au premier quad, au premier semestre, ça dépend comment vous appelez ça, ça n'a pas d'importance. Et on ne va pas se mentir, hein, il n'y a que les meilleurs qui ont le temps, qui ont l'énergie d'aller se frotter à ce genre d'exercice, parce que c'est chronophage. C'est très chronophage. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je le traite maintenant. Voilà, je le traite maintenant. Alors, bien entendu, en rapport qualité-prix, on est bas parce que vous n'avez aucune garantie que le temps que vous passez sur ça, c'est quelque chose qui va ressortir en test. Bien sûr, c'est logique. Mais maintenant, si vous me demandez est-ce que ça tombe en test, est-ce que c'est tombé en test, la réponse est oui, bien sûr. Voilà. Oui, je traite des trucs qui sont tombés, bien sûr. Donc, du coup, ça en est vraiment sur la partie mathématique est vraiment très problématique à cause de cela. Hein. Le temps que vous passez sur une notion, vous n'avez aucune garantie que vous soyez récompensé sur le travail que vous avez passé. Donc, tant qu'à faire, je me suis dit, tiens, je vais le faire maintenant. Comme ça envoie un peu de lourd. On manipule quand même des logs, des exponentielles. On est quand même vraiment sur une transition de terminale. Et puis, on traite des questions qui sont chronophages de la licence santé, des questions que vous n'aurez peut-être plus le temps de faire l'année prochaine
quand vous serez débordé par votre préparation. Des questions sur la 17? Non, merci. Parfait. Alors, je continue. J'en suis à la question 18. Vous voyez, hein, comme quoi, finalement, hein, quand on détaille un peu plus les choses, le temps, il y va. Hein, on passe du temps. Hein, il y a beaucoup de choses à dire. J'en suis désormais à la question 18. Alors, concernant la fonction cosinus, donc, vous voyez, on retombe sur des questions de cours. Et ce fameux concernant, c'est une formulation classique pour voir si vous connaissez votre cours sur la fonction exponentielle, sur la fonction Legge-Népérien, et là, c'est la fonction cosinus. Alors, la fonction cosinus, qu'est-ce qu'on peut dire? Bref rappel. D'abord, elle ressemble à un truc qui est comme ceci, d'accord? Donc, cosinus 0 vaut 1, ici ça fait 1 en 0, et ça fait, bien sûr, des vagues. On obtient ça, on appelle ça une sinusoïdale, et ça marche ad vitam aeternam. D'accord? Ensuite, on rappelle également que cosinus pi sur 2 égale à 0. Donc, ici, on a du moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a après du pi ici, et etc., etc. On rappelle également qu'une façon de voir le cosinus, c'est aussi avec ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Alors, un cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1. Ici, j'ai 1 de rayon, d'accord? Et le cosinus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'abscisse d'un point mobile sur ce cercle-là. C'est-à-dire que si là, j'ai m de t ou m de x, son abscisse dans le repère qui est ici, d'accord? Eh bien, c'est cos x. Au passage, son ordonnée, c'est sinus x. Voilà. Donc, vous avez deux façons de visualiser dans votre tête la fonction cosinus. Et donc, la fonction cosinus avec le cercle trigonométrique, c'est vachement pratique parce que du coup, vous avez des valeurs qui apparaissent, des choses qui sont relativement simples. Par exemple, ici, on a m de 0, d'accord? 0 degré, hein, d'accord? 0, c'est l'angle, en fait. Hein. Et vous vous rendez compte que vous avez aussi le point de 2pi qui apparaît, puisque je rappelle que lorsqu'on est en radian, qui est donc l'unité du système international, d'accord, des angles, ce n'est pas le degré, ce n'est pas le grade, ce n'est pas autre chose, c'est ce radian, eh bien, 2pi radian correspondent à 360 degrés. Donc, lorsque vous faites 2pi, vous faites un cercle entier, le tour entier. Pi, ça correspond à 180 degrés, ça correspond à l'angle plat, et pi sur 2 correspond à la moitié 90 degrés, donc à l'angle droit. Donc, vous avez pi sur 2 ici, pi ici, 3pi sur 2, 2pi, etc., etc. Donc, ça dépend comment vous voyez les choses. Allez, on y va tranquillement, et on va réviser le cours au fur et à mesure, mais j'accélère un chouïa. Cosinus 3pi, alors 0, pi, 2pi, 3pi, on est à gauche. L'ordonnée, c'est moins 1, donc la réponse A est exacte. Bim. Elle est l'opposé de sa dérivée seconde. Ah, alors là, il faut réviser les dérivées. Quelle est la dérivée de cos x? Eh bien, c'est moins sinus x. Alors, il existe un moyen mnémotechnique, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est pas un moyen rigoureux, hein, c'est un moyen mnémotechnique, on est d'accord, c'est pour vous donner des astuces de mémoire. Hein. Vous mettez le cos à droite, le sinus en haut, donc à gauche, vous avez moins cos, et en bas, vous avez moins sinus. Eh bien, quand vous dérivez, vous tournez de 1/4 de tour horaire. Donc, ça veut dire que le cos devient moins sinus, le moins sinus devient moins cosinus, le moins cosinus devient sinus, et le sinus devient cosinus. Ouais, ça c'est sympa. Du coup, si je dérive 2 fois le cosinus x, ça veut dire qu'il faut que je dérive le moins sinus x. Une fois. Je viens de dire que la dérivée de moins sinus x, je tourne dans le sens horaire, sens des aiguilles d'une montre, d'accord, d'1/4 de tour, donc c'est moins cos. Donc la dérivée seconde de cos, c'est moins cos. Eh bien, la B est juste, puisque cela signifie qu'on obtient bien l'opposé de cette dérivée seconde. Peut-être que parmi vous, selon les thèmes que vous avez étudiés en maths complémentaires, vous avez vu que cos était une solution de y seconde plus oméga carré x, oméga carré y, pardon, égale à 0. Voilà, vous avez peut-être dû voir ce genre de choses, d'équations différentielles particulières, mais elles sont hors programme. C'est des prolongements de programme de maths complémentaires. Donc, bon, peut-être, à voir.
Sa dérivée première est la fonction sinus. Ben non, sa dérivée première, c'est moins sinus. Hein, je l'ai calculé ici. La dérivée première, c'est moins sinus. Donc là, c'est fausse. Voilà. Où en sommes-nous? Son graphe admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Je l'ai fait ici. Oui, oui, oui. Et en plus, cela signifie autre chose. Cela signifie que cos est pair. Et en effet, on démontre que cos moins x égale à cos x. D'accord? C'est une fonction paire. Donc la D est vraie. Et donc la E est fausse, puisque c'est une fonction paire et pas impaire. Voilà ce qu'on peut dire pour un bref résumé sur la fonction cosinus. C'est déjà pas mal. C'est bon pour tout le monde? Allez, next. Question 19. Concernant la fonction sinus, alors, bon, c'est à peu près le même concept. Bon, je vais aller plus vite. Je vais aller plus vite quand même. Comme ça, j'essaierai de traiter encore, quoique j'ai encore 10 minutes, mais bon, il faut que j'aille un peu plus vite. Donc, la fonction sinus est une fonction impaire. Oui. C'est-à-dire que vous avez sinus moins x est égal à moins sinus x. C'est une formule de cours. Elle est égale à cette dérivée seconde. Ben, si je dérive sinus x une première fois, vous imaginez le cercle dans votre tête, hein, puisqu'il est, bon, il est dans la page d'avant, mais oui, il est là, hein, d'accord? Donc la dérivée de sinus, hop là, c'est cosinus, et la dérivée de cos, ça sera moins sin. Donc si je dérive sinus 2 fois, ça fait moins sin. Donc non, elle n'est pas égale à sa dérivée seconde. La B est fausse. Sa dérivée première, la fonction cos, ben, je viens de le dire, donc oui. Je regarde encore à nouveau. Hop là, là voilà. La dérivée première de la fonction sinus, c'est la fonction cos, quart de tour horaire. OK. Son graphe admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Ben non, puisqu'elle est impaire. Elle est impaire, donc ça veut dire qu'elle admet le centre, l'origine du repère, comme point, comme centre de symétrie, et non pas, elle n'est pas paire. Hein, donc la D est fausse. Et enfin, bah, voilà, vous voyez, c'est le genre de choses qui peut vous planter. Cette formule-là, c'est une formule qui est juste. Hein. C'est une formule qui est juste, c'est une formule qui lie le cosinus et le sinus. Il y en a plein d'autres. Vous avez également des formules de duplication avec cosinus 2x à cos est égal, sinus 2x à cos est égal. Et on s'en sort plus. Donc rien qu'avec les fonctions trigonométriques, on peut planter n'importe qui. Donc cette formule, c'est une formule que vous avez rencontrée en général en première. Il faudrait que je vérifie votre programme, mais en général, c'est plutôt la première. Et du coup, ben oui, oui, elle est parfaitement exacte, hein, cette formule. C'est dans les applications de produits scalaires pour ceux qui veulent savoir à quel endroit vous avez rencontré ça normalement. Mais ce n'est pas certain, ça dépend de votre prof, encore une fois. Donc la E est vraie. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi on est sur un terrain glissant et que tout peut partir en vrille assez facilement. Voilà pour cette question 19, et je me permets de passer à la 20. Alors la fonction f de x égale à sinus x moins x. Bon, très brièvement, on ne sait pas encore ce qu'on va demander, mais si je calcule sa dérivée, donc ça c'était la 19, et ça c'est la 20. Si je calcule sa dérivée, on obtient donc cos x moins 1. Et ce qui est intéressant, c'est que cos x et sinus x, j'ai oublié de le dire, mais vous l'avez vu sur le graphique, ce sont des nombres compris entre moins 1 et 1. Par conséquent, la dérivée elle est négative ici, forcément. Car cos x est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire que sa valeur absolue est inférieure à 1. Donc, ce qu'on peut dire concernant la 20, assez rapidement, c'est que la fonction est strictement décroissante. Ça, c'est juste. D'accord? Alors, est-ce que la fonction est impaire? Pour ça, il faut que je remplace x par moins x. J'obtiens donc sinus moins x, moins x. Et là, on voit qu'on obtient moins sinus x plus x, et que je peux donc mettre un moins en facteur. Je fais ça vite, mais ce n'est pas facile, hein, les enfants. Ce qui fait moins f de x. Donc oui, la fonction f est impaire. Donc ça, c'est assez intéressant à savoir. Est-ce que la fonction f est depuis périodique? Alors, périodique, ça veut dire qu'on obtient à chaque fois un morceau de courbe qui se répète ad vitam aeternam. Alors, on a vu que sinus x et cosinus x, c'était depuis périodique. Mais comme j'ai un moins x de façon assez évidente, le moins x vient casser cette périodicité, et donc on n'aura pas de morceau qui va se répéter ad vitam aeternam.
on peut comprendre assez rapidement que la fonction n'est pas de pi périodique. Que se passe-t-il si maintenant je dérive 2 fois la fonction x? Alors, je l'ai dérivée une fois, c'est là-haut. Je reprends la suite. F seconde de x. La dérivée de cos, c'est moins sinus x. Et la dérivée de moins 1, c'est 0. Et donc, la d, elle est fausse, puisqu'il me manque un moins. On y était presque, mais on n'y est pas. Donc, c'est faux. Et enfin, est-ce que f' de 0 vaut 0? Je prends ma formule de f' de x et je remplace x par 0. Donc, f' de 0, ça fait cos 0 moins 1. Cos 0, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, le compte est bon. ABE pour la question 20. Voilà, c'est pas trop mal. Et on aborde les 2 dernières questions qui vont être assez rapides, mais j'ai besoin de vous faire un peu de cours dessus. Et je vais le faire. Enfin, c'est pas. Non, le cours, vous l'avez déjà, mais je vais le rappeler. Pas de questions, c'est bon? Très bien. Non. Merci. Donc, on passe à la 21. Et donc, je vais faire un résumé de cours concernant ce type de mouvement. On appelle ça le mouvement harmonique. Alors, le mouvement harmonique, c'est par exemple lorsque vous avez l'étude du mouvement d'un ressort que vous étirez. Et vous faites abstraction, bien sûr, on est sur des situations modélisées, vous faites abstraction des forces de frottement, parce que les forces de frottement, ça devient super intéressant parce que c'est un coefficient qui va ralentir le mouvement, d'accord? Donc là, ici, vous devez partir de l'idée qu'on est dans une situation modèle, un petit peu à l'instar des fonctions de référence ou ce genre de choses-là. Et donc, si vous étirez le ressort et que vous supposez qu'il n'y a pas de force de frottement, d'accord, eh bien, vous avez compris que vous allez avoir un mouvement d'aller-retour avec le ressort. Et il va y avoir un étirement, un allongement, et puis après un retour, une contraction, d'accord? Et ça va durer ad vitam aeternam, ce qui est faux dans le cas pratique, mais qui est vrai dans l'expérience de pensée dans laquelle on fait abstraction des forces de frottement. Donc, du coup, le mouvement harmonique est associé à tout ce genre de choses-là. C'est aussi associé, par exemple, au mouvement d'un pendule. Vous avez un pendule, donc vous avez ici un fil, d'accord? Et vous mettez une boule, comme ça. Vous l'écartez un petit peu et vous la lâchez. Et elle va faire des mouvements d'aller et retour, d'accord? On est sur la physique, là encore, mais c'est pas grave, on va faire une étude mathématique après. Et donc, du coup, là encore, on s'affranchit de la résistance de l'air sur le pendule, parce que c'est ça, en fait, qui va faire que le pendule va ralentir et s'arrêter. C'est parce que l'air va opposer une résistance au mouvement. Et donc, du coup, en faisant l'expérience de pensée qui consiste à dire on fait ça dans le vide, par exemple, eh bien, le pendule, ad vitam aeternam, va se balancer à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Alors, ces mouvements-là, eh bien, en fait, ils ont une formule. Et donc, cette formule-là, alors voilà, vous en avez ici un aperçu. Des fois, c'est x de t pour dire la position. Ils appellent ça x parfois. Écoutez, ça n'a pas d'importance. On peut appeler ça f pour commencer. Et vous allez avoir f de t, t comme temps, bien sûr, qui va être égal à a cosinus oméga t plus phi. L'oméga, c'est une lettre grecque qui ressemble un peu à un W quand on écrit mal, comme moi. Et ou grand A sinus oméga t plus phi. Alors, pourquoi sinus ou cosinus? Parce que justement, on a vu dans la question d'avant que, par exemple, sinus pi sur 2 plus x était égal à cos x. Donc, on voit bien que quand on rajoute un résidu, oh bien, cosinus, selon ce qu'on rajoute, on peut très bien se ramener à un sinus si je rajoute un pi sur 2, par exemple. Donc, c'est exactement la même chose. Et donc, les fonctions de représentants simulant les mouvements harmoniques s'écrivent indifféremment sous la forme grand A cosinus oméga t plus phi ou bien grand A sinus oméga t plus phi. Et là, après, c'est à vous d'aller voir le cours. Parce que le cours, je vous l'ai fait, je vous l'ai mis, donc ça doit être sur la fin, on va voir. Voilà, il est par là. Tac, 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 ça doit être juste après. Voilà. Fonction trigonométrique et mouvement, donc ça, il ne faut pas oublier le cours, il faut bien l'appréhender. Et donc, bon, ici, désolé, je n'ai pas mis un grand A, j'ai mis un K, désolé, oméga t plus B, je n'ai pas mis plus phi. Bon, ne m'en voulez pas, les lettres, ça n'a aucune importance. Je l'ai déjà rappelé tout à l'heure. Par contre, ce qui est hyper intéressant ici, et qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous avez un mouvement de cette forme-là, eh bien, vous avez du cours à connaître. La valeur absolue de K s'appelle l'amplitude.
Alors attention, c'est un éloignement qui est en mètres. Vous pensez au ressort avec la hauteur, d'accord, ou avec l'amplitude du pendule, mais attention, l'amplitude est en mètres, ou en tout cas dans j'ai le nom qui m'échappe, une grandeur, en tout cas qui mesure une distance. Donc c'est des centimètres, des mètres, des décimètres, ce que vous voulez. 2π sur oméga. 2π sur oméga, c'est la période, c'est-à-dire le temps que met le ressort ou le pendule à faire l'aller-retour. D'accord? Après une oscillation complète. Nu, ça c'est un nu, hein, c'est un V bizarre, mais ça s'appelle un nu, qui est donc l'inverse de la période. Et donc, soit vous notez 1 sur T, soit vous notez bien sûr oméga sur 2π. Eh bien, c'est la fréquence. C'est la fréquence. Donc, on apprend par cœur ce truc-là. Et enfin, dernière chose assez intéressante, c'est que quand vous avez une équation de mouvement, et ça c'est vrai pour n'importe quelle étude mécanique des choses, eh bien la dérivée de l'équation du mouvement donne la vitesse. Et la dérivée de la vitesse donne l'accélération. Et comme on a vu tout à l'heure que la dérivée seconde de cosinus était moins cos x, et la dérivée seconde de sinus était moins sinus x, sans rentrer dans les détails avec ce qu'on appelle la dérivation des fonctions composées, où vous avez des U' qui apparaissent devant à chaque fois, comme on l'a vu avec U' sur U ou prime de U, eh bien, en fait, on a une équation différentielle qui est ici, et j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. S seconde de t est égal à moins oméga carré S de t, ou alors S seconde de t plus oméga carré S de t égale à 0. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la fonction cosinus et sinus. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le mouvement harmonique. Alors, je sais, je suis désolé, j'étais un peu vite, parce que je souhaite respecter le créneau horaire pour certains d'entre vous qui nous quitter rapidement. Mais par contre, c'est hyper bateau, ça c'est un truc à flotter, parce que là, c'est vraiment, on passe pas beaucoup de temps dessus, on passe 5 minutes dessus, 5 à 10 minutes dessus. Le cours est connu, c'est emballé, c'est pesé, on est capable de répondre à quasiment toutes les questions. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie des petits points qu'il faut savoir faire sur le bout des doigts, parce que quand ça tombe en concours, vous perdez des places par rapport aux autres si vous ne savez pas faire ce genre de questions. Vous savez, dans les concours, vous avez des questions qui font gagner des places, des questions qui en font perdre. Et bien entendu, sur les fonctions trigonométriques et mouvements, ça, c'est des questions qui sont faciles pour beaucoup de monde. Alors, je reviens sur les 2 dernières questions et on finit ce cours-là tranquillement. Donc, j'en étais à la question numéro 21. L'amplitude est donc égale à l'amplitude, on a vu tout à l'heure, c'est valeur absolue de K. Donc, ici, K vaut 12. K, c'est ça. Donc, valeur absolue de 12, c'est 12. Il y a juste un problème, c'est que la position est en centimètres. Ça, c'est dégueulasse comme piège. Et là, on vous a donné des millimètres. Et ça ne va pas du tout. Donc, la A est fausse, non pas à cause de la valeur 12, mais à cause de l'unité qui ne respecte pas l'unité du mouvement harmonique de l'énoncé. Ah, ben voilà. Vous voyez comme quoi il faut vraiment faire attention à plein de petits trucs. La période, qu'est-ce que c'est que la période? Si on se souvient du cours, c'est 2π sur oméga. 2π sur oméga. Et oméga, c'est ce qu'il y a devant le t. Donc, ça fait 2π sur π sur 8. Je rappelle que diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc, ça fait donc 2π fois 8 sur π. Et là, on voit que les π se simplifient. 2 fois 8, ça fait 16. Je fais super gaffe à l'unité d'énoncé. C'est bien des secondes. Et bon, ben voilà, le compte est bon. La B est juste. La fréquence, qu'est-ce que c'est que la fréquence? Ben, on a vu que c'était l'inverse de la période. Donc, ça devrait être 1 sur 16. Donc, forcément, en 2 secondes, on réfute la proposition C qui ne marche pas. Sachez que oscillation par seconde, ça peut être une des interprétations possibles de la fréquence. Il y en a d'autres. Il y a le Hertz aussi, parfois, qui peut être utilisé. Mais ce sont des oscillations par seconde. La vitesse, il faut donc dériver x de t. Il faut donc dériver x de t. Alors, comment fait-on pour dériver cela? Eh bien, la dérivée de cos x, on a vu tout à l'heure que c'était moins sinus x. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la dérivée de cos u. Et la dérivée de cos u, c'est moins u' sinus u. Vous avez toujours un u' qui se balade quand vous dérivez avec des u. Toujours, 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 toujours. Donc, du coup, ici, on fait très attention. Et la dérivée donc, de x de t, c'est-à-dire x' de t, bon, le 12, il reste. Il va y avoir un moins qui vient du moins u' sinus u, et il vient la dérivée de la parenthèse. Et la dérivée de la parenthèse, c'est pi sur 8. Fois donc sinus pi sur 8 t. Petite simplification en haut et en bas par 4. Donc, on obtient moins 3,5 pi sinus pi sur 8 t.
C'est pas trop mal. Et donc, je vérifie ce que j'ai. Le compte est bon, la D est juste. Voilà. Et enfin, la E, l'accélération est proportionnelle. Alors là, je n'ai pas besoin de faire de calcul. On a vu que l'équation différentielle est vérifiée, c'était x secondes est égal à oméga carré x. Donc, bien sûr que l'accélération est proportionnelle à au mouvement, à x de t. Donc, la E est forcément vraie. C'est une propriété de cours. Voilà pour la question 21. Je pense que ça devrait aller. Et on finit avec la question 22. On aura fini notre intervention, ce qui ne sera pas trop mal. Vu qu'en plus, j'ai commencé à dire à 9h35. Le compte sera bon. Pas de questions, c'est bon? Allez, on finit. Question 22. On a encore, bon, ça s'appelle P de t, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est une équation de mouvement. On est sur du mouvement harmonique. On reconnaît grand A sinus oméga t. Il n'y a pas de plus phi ici, hein, ça n'a pas d'importance. On fait attention aux unités, centimètres pour le mouvement, secondes pour le temps. Et l'objet est un objet oscillant, tel le pendule ou tel le ressort que je vous ai décrit tout à l'heure. L'amplitude, 5, ok. Mais, seconde, n'importe quoi, ça doit être des centimètres. N'importe quoi, la A est fausse. La période t égale à 2pi sur oméga. Donc 2pi sur pi sur 3. 2pi fois 3 sur pi. Pi et pi se simplifient. 2 fois 3, ça fait 6. On n'y est pas. La B est fausse. L'accélération, il faut donc dériver 2 fois. Alors, on va dériver une première fois et on va obtenir la vitesse. Comme ça me permettra de répondre à E. Je rappelle que la dérivée de sinus x, c'est cos x. Et que, par conséquent, la dérivée de sinus u, ça sera u' cos u. Donc, on dérive tranquillement P' de t, qui c'est donc égal à la vitesse v de t. Et on obtient donc le coefficient de 5 qui reste présent, puisque c'est un coefficient, d'accord, une constante multiplicative, et on obtient fois pi sur 3 fois sinus pi sur 3t. Pardon, hop, je corrige de suite. Cosinus pi sur 3t. Voilà. Le compte n'est pas bon parce qu'il manque le moins ici. Enfin, il y a le moins ici et il n'y a pas de moins ici. Vous voyez? Donc, du coup, la E est fausse. Je dérive une deuxième fois pour avoir l'accélération. P seconde de t. Donc, je vais avoir du 5 tiers avec un pi, 5 pi sur 3, fois, et la dérivée de cos u, je le rappelle, c'est moins u' sinus u. Donc, j'ai bien un moins qui va venir devant, j'ai bien encore un pi sur 3 qui va venir, c'est le u', d'accord, et je vais avoir sinus pi sur 3t. Vous reconnaissez ici le u', le moins qui est devant, et le sinus u. Ok, donc du coup, ça fait moins 5 pi carré sur 9, et il est bon, tout est bon. Ok, nickel, la C est validée. Et enfin, qu'est-ce qu'il nous reste? La D. Alors la D, on va vite l'éluder, hein, parce que la fréquence, je vous rappelle que c'est égal à 1 sur T. Et 1 sur T, on a vu tout à l'heure que c'était 6, donc ça fait un sixième. Il n'y a aucune raison pour que la fréquence soit infinie, hein, ça ne veut rien dire en fait. La fréquence infinie, c'est-à-dire que la période serait nulle. Ben non, on a un mouvement harmonique, donc on a une période, quelle qu'elle soit, on a une période mais que l'on peut mesurer, qui a une consistance. Donc la D, elle est éjectée d'office en fait. Hein. Et ben voilà, hein, j'ai respecté, pas trop mal, hein, j'ai respecté le timing, comme ça vous pouvez après faire vaquer à vos occupations, d'accord? Et puis, bon, je pense que j'ai répondu présent, j'ai envoyé du lourd, on a fait des choses qui sont bien poussées, tout en restant en lien avec la terminale, et on a avancé sur la licence PASS. Attention, j'insiste lourdement là-dessus, la partie maths est très très opaque, donc forcément la rentabilité de ce que nous venons de faire est inconnue. Hein. Voilà. Si vous avez un sujet qui tombe sur le mouvement harmonique, le papier semi-log, eh ben, ça fait kin, on a tout bossé, mais je vous laisse imaginer qu'il y a tellement d'autres choses que c'est un peu compliqué. Mais cela dit, on a vu une bonne partie de la partie maths, c'est assez sympathique, et je souhaite aborder la partie probastat la prochaine fois qu'on se reverra.
Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et sinon, écoutez, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, Au revoir. à bientôt. Salut, Au revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.